Bienvenue dans Top Sortie, votre magazine d'activités culturelles sur la Côte d'Azur. Ce soir, on s'intéresse à la licosterie de Provence avec Renaud Debarry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pour vocation de remettre au goût du jour des recettes ancestrales en s'inspirant notamment de grands spiritueux classiques et revisités à la façon provençale. On en parle dans quelques instants. Et comme d'habitude, pour nous accompagner, Morgane Lasdispesson, bonsoir. Parfait. Bonsoir Corentin. Alors, bonsoir Renaud, bonsoir à tous. Bonsoir. L'interview de la semaine, c'est avec Guillaume de Tonquédec, c'est ça? Exactement. Alors Guillaume de Tonquédec, on le connaît tous pour ce fameux rôle dans Fais pas ci, fais pas ça, avec sa femme qui hurle en bas de l'escalier à table. Donc ça tombe bien, on ne va pas aller à table, on prendra un verre peut-être tout à l'heure avec modération, bien sûr. Cette fois-ci, il est au théâtre dans Times Square. Alors on a pu le voir il y a quelques semaines à Cannes. Là, cette fois-ci, il revient le 9 mars prochain au théâtre Princesse Grâce de Monaco. C'est une pièce d'un Français, bizarrement, il s'appelle Clément Koch. Il a choisi de mettre sa pièce donc au cœur de Manhattan. On se retrouve avec un comédien qui n'est pas vieux, mais en tout cas qui est déjà un petit peu fatigué de sa carrière. Il ne tourne plus beaucoup, il est désabusé, il est grognon et en plus il s'est réfugié dans l'alcool. Donc voilà, on part avec un rôle qui ne ressemble pas du tout à Guillaume de Tonquédec. Habituellement, c'est vrai qu'on l'a dans des choses beaucoup plus légères. Là, il se fait plaisir aussi en incarnant autre chose. Et alors, il est dans son appartement et il y a une jeune fille qui va arriver, qui est comédienne, qui doit préparer un rôle, une audition pour Roméo et Juliette. Et elle va lui demander de la coacher. On va savoir, je ne vais pas vous le dire maintenant, il faut aller voir la pièce, mais en fait, elle ne vient pas complètement innocemment. Elle a une petite idée derrière la tête où il y a peut-être même quelqu'un qui l'a incité à venir le voir, peut-être pour lui redonner le goût de vivre et le goût de jouer. Donc c'est une pièce qui est esthétique, qui est amusante, qui est très émouvante. On n'est vraiment pas sur de la comédie lourde, loin de là. C'est vraiment quelque chose, ça parle de la passion, ça parle du talent, ça parle du travail de comédien, de toutes les difficultés qu'on n'imagine pas quand on ne l'est pas. Et je vous laisse en sa compagnie et vous pouvez donc aller le revoir au théâtre le 7 mars à Monaco. Vous avez une audition? Oui, Roméo et Juliette. Eh ben, voyez. La pièce est vraiment super, c'est un auteur qui s'appelle Clément Koch, qui est français, qui a écrit une pièce qui se situe à Times Square, parce qu'il adore l'univers américain, qui raconte l'histoire d'un acteur qui a eu beaucoup de succès et qui n'en a plus parce qu'il s'est mis à jouer dans des choses qu'il aime moins, il se met à boire, du coup il est un peu désespéré. Et heureusement il a un ange gardien qui est son grand frère, qui va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une petite comédienne qui doit préparer une audition pour Juliette dans Roméo et Juliette. Et ces deux personnages-là, la friction entre ces deux personnages-là va faire qu'il va reprendre goût à la vie. Et ça m'intéresse de plus en plus d'aller vers des personnages plus noirs, plus sombres, avec plus d'épaisseur humaine. Non pas que les autres n'en aient pas eu, mais avec, d'être moins... C'est des personnages moins positifs, mais qui vont quand même vers... Ce qui m'intéresse, c'est le mystère, c'est le secret dans les personnages, comme en chacun d'entre nous. Quand je dis souvent, on fait tous des cauchemars la nuit. Donc là, on est souriant, tout ça se passe bien, il fait beau, mais on fait tous des cauchemars la nuit. On a tous des pulsions positives ou négatives. Et c'est le travail du comédien, c'est de travailler sur ce mystère-là, quoi. Sur cette matière-là, quoi. Je vais plus vers des personnages comme ça, et ça m'intéresse, ouais. Ça me touche beaucoup, ouais. Je me découvre plus aussi, du coup, oui, à travers ces personnages-là, quoi. Je suis au max là. Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Oh merde, j'ai encore oublié. Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Venons-en à notre invité Renaud Debarry, vous êtes le propriétaire de la licosterie de Provence, donc c'est une fabrique de spiritueux dans le Var, à Taradeau plus précisément. Je le disais tout à l'heure, votre vocation c'est de remettre au goût du jour des recettes ancestrales. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bonjour, donc la licoristerie de Provence a effectivement pour vocation, elle est née avec l'idée de faire revivre des recettes de grand-mère en spiritueux. Elle a donc commencé par des liqueurs de figues, liqueurs de thym, tout ça très provençal, liqueur de melon amande, et puis ensuite elle s'est naturellement tournée vers les pastis, on n'est pas en Provence pour rien, avec une star qui s'appelle le Petit Bleu, qui est connu nationalement et voire même internationalement. Qu'on reconnaît très facilement. Qu'on reconnaît très facilement grâce à sa belle couleur, aux couleurs du ciel de Provence et de la Méditerranée, sa couleur bleue. Mais pas seulement, en fait, la licoristerie de Provence a aussi parmi ses faits d'armes d'avoir permis le retour de l'absinthe.
l'absinthe est revenu en France grâce à la Licoristerie de Provence, qui a osé braver un interdit, puisque c'était prohibé à l'époque, et a finalement faire revenir à la raison le gouvernement et l'Europe en réautorisant l'absinthe, qui avait peut-être eu des moments difficiles, parce qu'à une époque où il y a eu le phylloxéra, il y avait un manque de vin, donc un besoin d'autres alcools, et du coup sont apparus un grand nombre de distilleries un peu clandestines qui faisaient des alcools frelatés et qui malheureusement ont amené l'absinthe à être interdite pour des questions de tuyonne et d'autres, mais en fait l'absinthe n'est pas plus dangereuse qu'autre chose. Et donc la licoristerie a été la première, la pionnière à relancer l'absinthe en France. Et puis on a les alcools qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on voyage en pleine Provence. Et je pense par exemple au bitter des Basques, qui là te vient la recette te vient de ton grand-père. Absolument, parce que ça c'est amusant, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des destins. Et lorsque, avec mon épouse Adeline, on a racheté la Licoristerie de Provence, cette pépite artisanale provençale dans les spiritueux, on a appris quelques jours après qu'on a hérité d'un petit carnet noir qui était celui de mon grand-père. Mon grand-père était, je l'ai appris à ce moment-là d'ailleurs, parce qu'il est mort jeune, maman l'a à peine connu, moi non plus bien sûr, et donc il avait une distillerie importante dans la région de Bordeaux, qui avait un certain nombre de grands spiritueux, comme le bitter des Basques, que nous avons donc fait renaître et relancer récemment. Alors l'objectif, c'est d'en faire profiter tout le monde, évidemment, avec modération. C'est pour ça que vous organisez des expériences immersives, un musée olfactif et interactif. Le Vino Spirit Experience, vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Absolument. Vino Spirit Experience, c'est une idée qui est venue à cette terrible époque du Covid, où avec mon épouse, on se dit comment est-ce qu'on va... qu'est-ce que ça va changer demain ? Et pour nous, c'était très important de tourner l'entreprise de l'œnotourisme vers le spiritourisme, de façon à avoir un éventail important et surtout de faire connaître la licoristerie de Provence. Et donc, on a eu l'idée de créer un grenier magique. Dans ce grenier magique, on fait appel aux 5 sens, le 5e à la dégustation à la fin, mais les 4 premiers, qui sont la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe, sont mis à contribution dans un grenier magique où vous allez rencontrer une dizaine de cabinets de curiosité. Chaque cabinet de curiosité est autour d'une famille de spiritueux, donc les absinthes, les anisés, le whisky, les gins, le rhum, les bitters, les liqueurs. Et chaque cabinet de curiosité raconte un peu cette histoire. On se trouve donc dans les années 30 pour le bitter, on se trouve dans une île des Caraïbes pour le rhum, ou dans un gentleman club anglais pour le whisky. Merci beaucoup Renaud Barry, en tout cas ça donne envie tout ça, je le rappelle encore, à consommer avec modération. Et on peut y aller du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, je crois. Oui, c'est ça, de 14h à 18h. Absolument. En basse saison, en haute saison, c'est tous les jours. On passe à l'agenda ? Avec plaisir.